Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette matinée inaugurale de l'édition 2024 du Salon Equipotel, le rendez-vous de référence pour tous les professionnels du secteur de l'hospitalité. Un secteur toujours en pleine mutation, en pleine transformation, avec des enjeux de taille, formation, transmission, attractivité des talents, fidélisation des clients, positionnement, personnalisation du savoir-recevoir, quête du meilleur rapport qualité-prix ou encore rentabilité sans rogner sur l'accueil et le service. Ce sont autant de défis à relever, mais aussi d'équipes à embarquer et de partenaires financiers à convaincre. Sur Equipotel, avec les innovations de plus de 1200 fournisseurs exposants, une centaine de conférences, des masterclass, des espaces d'inspiration de nos architectes partenaires, nous cherchons à apporter des solutions pratiques, concrètes, à tous les profils de visiteurs. La conférence de ce matin est un très bon exemple de pluralité des métiers, des parcours, des expertises que le secteur de l'hospitalité recoupe aujourd'hui. Du regard de l'élu local à celui du patron de syndicat, en passant par les retours de terrain des hôteliers, des restaurateurs, sans oublier l'approche digitale de l'hospitalité, ce sont autant de savoirs et savoir-faire dont notre secteur a besoin au quotidien pour se développer, prospecter, expérimenter et oser. Alors justement, oser. Osons, c'est notre thématique aujourd'hui, de cette année. Nous avons donné la parole à des entrepreneurs, des initiatives, des projets incarnant l'audace collective, un esprit d'équipe, une fédération des compétences, la pluralité des profils, l'inclusion des uns, l'écoute des autres. Le tout à l'heure de l'intelligence artificielle, qui change la donne, bien sûr, bouscule certaines croyances, ouvre de nouvelles perspectives, notamment en termes de temps gagné et de productivité. Et c'est tout cela dont on va parler pendant 5 jours sur le Salon Equipotel à la Porte de Versailles. Et pour amorcer les échanges de ce matin, je vais commencer par donner la parole à M. Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, vous êtes ancien chef des cuisines de l'Élysée. Vous avez servi 4 présidents français successifs. Vous êtes également le plus jeune cuisinier à avoir reçu à 25 ans le titre de meilleur ouvrier de France. Toujours exact? Voilà. Enfin, vous êtes aujourd'hui ambassadeur de France pour la gastronomie et représentant personnel du président de la République pour la gastronomie et l'alimentation. La France est d'ailleurs le premier pays au monde à se doter d'un tel ambassadeur pour faire rayonner la gastronomie. Donc, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers amis, pardon de prendre la parole comme ça, en dehors de tout protocole. Je tenais à venir devant vous ce matin pour cette inauguration officielle et avant cette conférence. Malheureusement, je ne peux pas rester longtemps. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole tout de suite et je vais devoir vous quitter. Mais je tenais à montrer l'importance, bien sûr, qu'un salon comme Equipotel amène à nos professions. Ravi de voir un tel panel réuni pour cette inauguration et ravi de voir que les professionnels s'entendent, arrivent en tout cas à travailler ensemble et vont dans le même sens. Petit message personnel pour mes présidents adorés et préférés, mais vraiment très heureux que, sur un salon comme Equipotel, on puisse œuvrer, travailler sur les enjeux d'aujourd'hui, bien sûr, et de demain. Alors, vous l'avez dit, Madame la Directrice, le motto de ce salon, c'est « Osons ». Donc, moi, je voudrais vous transmettre un message à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui sont impliqués aujourd'hui dans le rayonnement de notre gastronomie, dans le futur de notre alimentation, dans le futur de notre hôtellerie française, qui fait référence dans le monde. Osons. Osons faire ce qui n'a jamais été fait, soyons un petit peu différents de ce qui se fait aussi à travers le monde et c'est là que la France est attendue, c'est là que la France est reconnue pour ses savoir-faire et vous êtes l'exemple même, toutes et tous, de ce que la France peut amener de meilleur. Donc merci en tout cas d'avoir organisé une telle conférence, je ne serai pas plus long, je sais que vous avez beaucoup de discours et vous avez surtout beaucoup de travail. Merci à toutes et tous de vous impliquer dans le présent et le futur de notre restauration. Ravi de vous avoir vu
un petit peu rapidement, mais en tout cas, j'ai les numéros de tout le monde et j'espère avoir la chance de pouvoir très rapidement vous revoir dès que cela est possible pour qu'on puisse avancer. Et je salue d'ores et déjà le travail que vous allez faire et suivrai bien sûr a posteriori tout ce que vous allez dire et l'essentiel de vos travaux. Très bonne journée et bon salon à tous. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. À présent, j'invite monsieur Stéphane Layani, président du marché international de Rungis, à rejoindre Anne Veillard, journaliste spécialisée dans le secteur de l'hospitalité, pour un échange sur les enjeux de demain lorsque l'on parle nourriture et manger mieux. C'est un peu mou. Ah, vous êtes un peu enfoncé, mais je pense que c'est la même chose à côté. Stéphane Layani, vous êtes donc président, on vous appelle président d'ailleurs, du marché international de Rungis. Vous revenez de quelques jours à Rimini, vous avez vu vos homologues apparemment européens ou internationaux même, semble-t-il. Quels sont selon vous les grands enjeux d'aujourd'hui en termes d'alimentation et de restauration à domicile? Alors, avant de dire tout ça, je voudrais d'abord souhaiter à Equipotel la même chance que pour les JO de Paris 2024, parce qu'ils ont choisi le même tapis. Et ça va leur porter chance. Ensuite, avant de parler d'alimentation, je ne méconnais pas les vrais problèmes de l'hôtellerie et de la restauration. Les vrais problèmes de l'hôtellerie et de la restauration, c'est la structure financière des entreprises, c'est leur relation avec les métropoles qui les accueillent, c'est l'attractivité de la destination, c'est la formation. Je vois Catherine, qui est rare en face de moi, elle en sait quelque chose. C'est évidemment, je pense que c'est très très important d'être capable d'attirer des jeunes dans ces métiers de service. Et ça, c'est un enjeu extraordinaire. C'est le problème dont personne ne parlera ici, de l'immigration dans les cuisines, qui est un problème qui est réel et qu'il faut sans doute traiter de façon intelligente, sinon on va avoir des solutions contraposées. Et donc, je vous dirais pourquoi Rungis peut être un moteur de l'innovation et un moteur de l'optimisme. Parce que c'est ça qui est important. D'abord, je dirige un marché énorme. On nourrit 18 millions de consommateurs. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, le stock de produits frais, les 3 millions de tonnes sont à Rungis. Ils sont mangés à un moment donné quelque part, que ce soit dans les cuisines de nos restaurants, de nos hôtels, dans la distribution collective, la restauration collective, et évidemment dans nos cuisines à la fin des fins. Et ce marché qui marche très bien et de mieux en mieux, eh bien, on est au carrefour à la fois des tendances et des manifestations contradictoires, je dis souvent schizophréniques, des consommateurs. Et je le vois dans les chiffres. Quand vous interrogez les gens, ils veulent surtout manger du local, du bio. Ils vous disent qu'ils veulent cuisiner des produits frais. Et puis quand on les questionne un peu plus, le plaisir arrive en troisième et le prix arrive en premier. Et en deuxième, la santé. Donc il faut avoir ces idées-là en tête. Et on le voit d'ailleurs dans les produits qui sont vendus. Il y a par exemple un goût très très important aujourd'hui pour le local. Et le local effectivement marche très bien. On vend tout. On fait 13 000 tonnes chaque année de produits locaux à Rungis. Mais en même temps, on voit le saumon augmenter, la mangue augmenter, l'avocat augmenter. Et donc, c'est toutes ces injonctions contradictoires que nous vivons qui font que la restauration traditionnelle, la restauration de réseau, la restauration d'hôtels, la restauration collective, ils sont pris dans ces contradictions-là. Alors nous,
évidemment, on pense que l'innovation, c'est le seul moyen de sauver ce secteur, parce que les gens veulent, ça les statistiques le montrent, ils veulent manger de plus en plus hors domicile. Mais ils veulent manger hors domicile, pas toujours de la restauration de chef. Classique. Ils veulent manger hors domicile. Quand on a fait un sondage cette année pour savoir un petit peu ce qu'attendaient les consommateurs français, ils vont dans les snacks, dans les fast-foods, dans la bistronomie. Et quand il s'agit de la restauration qu'on chérit avec Guillaume Gomez, c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, ces aspirations-là contradictoires, il faut que le secteur les prenne en compte et réfléchisse vraiment comment rajeunir la destination, les destinations, notamment avec l'immobilier, avec la qualité de service, avec des offres originales. Et après, nous, on arrivera toujours à épouser les besoins. On est très adaptable, on arrivera toujours à épouser les besoins alimentaires des Français, puisque on le fait depuis 50 ans, on est en train de gagner des parts de marché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a gagné 3 points de parts de marché sur la grande distribution. Hein. Les autres sont chez nous, hein. Les métros, bon, évidemment pour un chef, il fait une différence, mais en réalité, le stock, il est chez moi. Et donc, les parts de marché que je gagne, c'est les parts de marché contre la malbouffe, contre la grande distribution, grosso modo. Mais merci beaucoup, ça fait une introduction quasi parfaite. Je vous invite à reprendre votre place au premier rang. Et là, j'invite donc un panel impressionnant de personnalités du secteur. Donc, je commence par Jean-Baptiste Lemoine. Et je vais vous installer ici. Catherine Quérard, Thierry Marx. Et donc, en fait, vous allez suivre la suite logique, oui, absolument. Jean-Jacques Morin, que j'ai perdu. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Charles-Antoine Duron et Olivier Bon. Voilà, juste là. Je vais vous donner des micros quand même. Vous allez vous partager sur les canapés. Et vous allez vous partager. Merci. Oui, ça nous arrive déjà. Rassure-moi. Donc, est-ce que ça... Oui, ça marche. Alors, je vais vous présenter un par un, mais même si je pense que la plupart vous connaissent. Donc, Jean-Baptiste Lemoine, vous êtes sénateur de Lyon, ancien ministre délégué au PME, ancien secrétaire d'État chargé du tourisme, donc vous connaissez parfaitement bien le secteur. Catherine Quérard, vous présidez le GHR, je rappelle que c'est le groupement des hôtelleries et restaurations de France. Thierry Marx, vous présidez l'UMI, on vous connaît également comme chef. Jean-Jacques Morin, vous êtes directeur général adjoint du groupe Accor et vous êtes directeur général au sein d'Accor de la division Premium, milieu de gamme et économique. Charles-Antoine Duron, vous êtes directeur tourisme et mobilité chez Google France. Vous êtes un peu, si j'ose dire, pas l'intrus, mais il y a un petit quelque chose comme ça dans ce panel. Et Olivier Bon, vous êtes le cofondateur de l'Expérimental Group. Et il y avait une pertinence à vous avoir parce que vous êtes finalement le retour terrain au regard des thématiques que nous allons aborder. Et nous avons un grand témoin qui interviendra en guise de conclusion à l'issue de cette table ronde, qui est Alexandros Vassilikos et qui est président de l'OTREC. L'OTREC, c'est une association d'hôteliers, de restaurateurs au niveau européen. Donc, en fait, on va lui demander d'avoir son regard sur les échanges que nous aurons eus avant. La première question que j'ai envie de poser, c'est à l'élu local. Vous êtes donc élu local. Quand vous voyez les conséquences qu'a eu notamment la série des Jeux Olympiques l'épisode des Jeux Olympiques sur l'attractivité en termes d'accueil en France, comment l'hôtellerie et la restauration a finalement surfé sur cet événement, vous en tant qu'élu local, finalement, quel regard vous portez sur les conséquences qu'ont eu les Jeux Olympiques sur le secteur de l'hospitalité en règle générale?
Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore à Équipe Hôtel de nous réunir tous. Voilà, c'est un moment toujours très attendu. Et j'en viens à votre question, naturellement. Ces JOP, bon, ça a été une formidable bouffée d'oxygène sur tous les territoires, y compris sur des territoires qui n'accueillaient pas d'épreuves. Et Lyon en faisait partie. On a certes accueilli des équipes qui se préparaient, qui s'entraînaient. On a accueilli le relais de la flamme. Et même ce relais de la flamme a été, pour les Français qui ne pouvaient pas accéder aux Jeux en eux-mêmes, un très joli moment de communion à telle enseigne qu'on se disait mais il faut le refaire chaque année en réalité. Mais pour revenir sur le sujet des JOP et de leur impact, bon, on l'a vu en termes de nuitées pour l'hôtellerie ou de consommation, ça pas, je veux dire, l'impact il n'est pas immédiat. D'ailleurs, les chiffres de l'INSEE, vous l'avez vu sur l'Île-de-France, montrent plutôt d'ailleurs un tassement des nuitées sur la saison estivale 2024. En revanche, ce que je veux dire, c'est que tous les éléments immatériels qu'on va retenir pendant des années, je pense, auront des retombées notables pour l'ensemble du territoire. Parce que c'est vrai qu'on a encore tous dans la tête ces formidables images. On peut tous fredonner encore, je dirais, Parade de Victor Lemann. Et tout ça, véritablement, pour l'image de la France, va être très positif. Après qu'on ait connu du French bashing, après les Gilets jaunes, après un certain nombre d'événements. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où, contrairement à ce qu'on peut dire, j'entends souvent dire les emplois du tourisme ne sont pas délocalisables. Faux. Faux. Les emplois du tourisme, ils sont très délocalisables. Regardez la façon dont des destinations qui partent from scratch, je pense à l'Arabie Saoudite, mettent en dizaines et centaines de milliards d'euros. Et donc, nous, Français, il ne faut pas qu'on reste le pied dans le même sabot. Ça veut dire investir, 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 dans tous les sens du terme, en infra, dans les RH, dans tout ce qui est techno, naturellement, pour innover, pour créer. C'est le thème du salon, osons. Et c'est comment dire, ce que je veux dire, c'est que du coup, l'image des JOP va nous permettre d'avoir un actif immatériel, je pense, très puissant, très fort, mais on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. Il faudra, j'y reviens, à nouveau investir. Thierry Marx, en termes d'attractivité, est-ce que vous pensez que la dynamique qui a été instaurée par les JO, en tous les cas la période post-JO, ça peut stimuler, dynamiser les jeunes, leur donner envie d'intégrer le secteur et puis peut-être d'attirer aussi d'autres profils dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration? Non, je suis convaincu que ces Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un éclairage colossal pour l'Hexagone et les territoires outre-mer. Mais est-ce que ça peut faire venir à nous donner de l'attractivité à notre métier? C'est un autre sujet qu'il faut plus approfondir. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a encore une attractivité pour nos métiers, mais il y a quand même un certain nombre de réformes, notamment sur la formation professionnelle, sur la rémunération, sur la planification du travail, tous ces enjeux qui se télescopent un petit peu aujourd'hui, avec une forme d'ubérisation aussi du travail qui est en train d'arriver sur nos secteurs d'activité, sur notre industrie, parce qu'on n'aime pas parler d'industrie, mais nous sommes une industrie quand nous représentons 175 000 établissements de restauration et 80 000 hôtels. En gros, je schématise un petit peu. C'est vrai qu'il y a encore une attractivité pour des jeunes gens à rejoindre nos métiers. Nous avons des choses à leur offrir, mais il va falloir quand même qu'on accepte de faire quelques réformes avec l'État pour se dire il va falloir que, eh bien, on rémunère différemment, qu'on planifie différemment nos métiers. Et ça, c'est un sujet sur lequel il faut élever le débat et pas simplement de se contenter de se dire je suis pour, je suis contre. Il y a de vrais enjeux là-dessus, parce que sinon on continuera à avoir une raréfaction de nos futurs salariés et collaborateurs et collaboratrices. Et ça devient très inquiétant quand il manque en moyenne chaque année 200 000 postes. Catherine Kérard, vous qui êtes, vous présidez le GHA, mais vous êtes surtout une hôtelière. Vous connaissez le secteur par cœur puisque vous avez des établissements. Vous avez eu des établissements. Justement, est-ce que vous pensez que les salariés que vous avez, que vous connaissez, que vous rencontrez, ça peut les stimuler, ça peut les inciter justement ou les fidéliser aussi, cette dynamique, cette nouvelle dynamique? Bonjour à tous. D'abord, on a quelque chose de formidable en France, c'est quand on a envie de se mobiliser pour des grands enjeux, on sait le faire, particulièrement dans le secteur du tourisme. On l'a prouvé avec les Jeux Olympiques. On était plutôt négatif, tout ce qu'on en est autour, il y a un an. Et en fait, on a réussi tous ensemble, collectivement, avec l'État, à faire des Jeux absolument extraordinaires qui ont donné une vitrine incroyable sur la France.
Donc je pense que sur les grands enjeux, notamment dans notre secteur d'activité, c'est quoi? C'est 40% de masse salariale chez nous. Donc on a besoin de former en permanence, attirer. On a déjà travaillé beaucoup avec nos partenaires sociaux sur des questions de salaire, mais effectivement, on a d'autres enjeux à porter sur la dynamique à l'intérieur, évidemment. On travaille beaucoup sur la planification, comme l'a dit Thierry. On travaille, mais il faut qu'on aille aussi plus loin. Il faut qu'on aille chercher les jeunes talents. D'abord parce qu'on est un secteur éminemment social et sociétal. On a parlé d'inclusion tout à l'heure pour aller chercher notamment des candidats d'origine étrangère. C'est pas parce que c'est parce qu'on en a besoin. Et puis il faut aussi savoir que dans notre secteur, et comme Jean-Baptiste vient de le dire, c'est qu'on est très attractif depuis l'étranger. Donc on se fait aussi happer une partie des meilleurs candidats chez nous à l'étranger. Donc il faut qu'on redonne cette dynamique à l'intérieur de chez nous, l'envie d'avoir envie, oser également un certain nombre de sujets, parce qu'on ne vient pas en France que pour la culture et le territoire, on vient aussi pour sa gastronomie, on vient aussi pour son accueil et pour la diversité. Et ça, je pense que c'est fondamental. Donc on doit particulièrement oser sur ces enjeux-là et défendre nos fondamentaux, c'est-à-dire aussi notre agriculture, tout ça. Tout ça, ça fait partie d'un tout et je pense qu'on a beaucoup d'attractivité. Et les jeunes qui cherchent du sens dans leur vie, eh bien, je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire une belle mayonnaise. Charles-Antoine Duron, quand on dirige le pôle ou le département tourisme et mobilité chez Google France, quels sont les enseignements d'une période comme les Jeux Olympiques ? Alors les Jeux Olympiques ont été un succès en soi, et ça on l'a vu avec tous les volumes de requêtes qu'on a pu avoir sur notre moteur de recherche. Comme l'a souligné Jean-Baptiste Lemoyne, on l'a vu aussi sur tous les contenus qui ont été cherchés sur YouTube, qui allaient au-delà des contenus officiels des épreuves, mais sur les contenus, ce qu'on appelle off chez nous, les différents sportifs qui postaient des vidéos. Donc ça a été un énorme succès. Ça a été un énorme succès aussi d'un point de vue hospitality. On a vu effectivement des chiffres exploser avec des recherches sur toutes les grandes zones où il y avait des venues, notamment la Seine-Saint-Denis. Et du coup, on en ressort aussi des éléments concrets, c'est-à-dire qu'il y a une vraie désirabilité de la France, et plus spécifiquement de Paris, qui est revenue. On le voit notamment sur des aspects qui pouvaient être des items un peu compliqués, comme la sécurité pour certaines zones, notamment Asie, où en fait on a levé des freins, et je pense que c'est un sujet qui était assez important. Donc pour nous, ça a été un succès, et cette désirabilité, il va falloir capitaliser dessus. Et c'est important aujourd'hui parce que la compétition des autres pays va être de plus en plus forte. On parlait de l'Arabie Saoudite, mais il y a d'autres pays qui vont commencer à émerger. Et cette désirabilité, elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, on voit depuis après 2022-2023 qui ont été mieux, et 2024 encore mieux, c'est qu'en fait, il y a un petit ralentissement qui se fait aujourd'hui dans les requêtes et dans le voyage en général. Du coup, il va être extrêmement important de capitaliser sur cette désirabilité pour faire de la France et de Paris spécifiquement vraiment un pôle touristique toujours aussi fort comme il a été jusqu'à maintenant. Et c'est important parce que ça veut dire qu'il va falloir travailler la considération de la France, il va falloir travailler la considération de Paris, mais il va falloir faire la considération aussi de tous les acteurs de l'hospitalité qui sont dedans pour être certain que même si la tendance ralentit un tout petit peu aujourd'hui, elle reste en croissance à un chiffre, mais elle ralentit. Il va falloir vraiment travailler la capacité à capturer cette désirabilité et ces trafics aériens qui, comme je le rappelle, sont quand même très dépendants des classes moyennes. Du coup, il y a l'hôtellerie de luxe, mais Jean-Jacques le saura très bien. PMI est un sujet extrêmement important qu'il faut adresser et il faut vraiment travailler cette capture de l'attractivité. Alors justement, je m'adresse aux hôteliers Jean-Jacques Morin et Olivier Bon. Donc au regard des Jeux Olympiques, peut-être les enseignements, et puis peut-être en termes de formation, on l'évoquait tout à l'heure, est-ce que vous, en tant qu'hôtelier, vous avez une ouverture vers les apprentis, vous sollicitez, vous allez vers les jeunes, vous allez peut-être même proposer peut-être de la formation continue. Qui veut commencer? Peut-être Jean-Jacques Morin ou Olivier Bon. Oui, bonjour à tous. Alors nous, les Jeux Olympiques, c'était une période très particulière puisqu'on a quand même vu beaucoup de difficultés dans l'hôtellerie puisque évidemment le mois d'août a bien fonctionné, mais l'avant et l'après étaient quand même assez compliqués. Effectivement, il y a un redémarrage qui est assez timide. On a aussi vu chez certains restaurateurs qu'il y a eu des mois littéralement à zéro, ce qui n'était jamais arrivé depuis des décennies, à part évidemment quand on a eu des périodes terribles comme le Covid. Donc pour moi, ça a été une bouffée d'air frais en termes d'image, une image excellente.
Cela dit, la France, elle va être... il va avoir un retour à la normale et effectivement les touristes viendront en fonction de la middle class, s'ils ont un pouvoir d'achat possible, si Paris est attractif, ça reste une période, comment dire, l'effet Jeux Olympiques reste une période, enfin un effet très court en fait, à mon sens, et on voit en fait un retour à la normale très rapidement. En ce qui concerne faire travailler des jeunes, faire travailler des apprentis, nous on le fait depuis des années, effectivement c'est l'enjeu majeur de continuer à avoir une bonne image pour les jeunes qui commencent à se lancer dans ce métier et leur donner envie de continuer et de montrer que le tourisme, c'est clairement une des options les plus intéressantes dans un pays comme la France et les plus gratifiantes et les plus excitantes. Voilà. Donc ça, oui, on le fait depuis toujours, nous, et on continue. Jean-Jacques Morin, sur cette attractivité des jeunes dans vos établissements? Peut-être juste pour revenir à la question initiale. Les Jeux ont été un merveilleux succès, ça tout le monde l'a dit. Je pense qu'un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est en fait le fait que ça aura fait connaître Paris. Et on l'a vu en fait sur Londres, et les effets bénéfiques des Jeux Olympiques, vous les verrez en fait dans les saisons futures. Puisqu'il y a toute une série de monuments que les gens ne connaissaient pas, qu'ils ont appris à connaître, et dont ils vont vouloir en fait bénéficier quelque part dans leur voyage prochain. Donc ça, c'est un élément qui est certain. Sinon, ça a quand même été un énorme succès. Enfin, Accor s'est occupé aussi du village olympique, 0 incident. Donc tout ça génère en fait une image de sécurité, une image de confort, une image de bien-être. Et c'est important parce que ce n'était pas nécessairement l'image qui était retenue par des pays, notamment vous avez cité des pays d'Asie, de ce que pouvait être l'hospitalité à la française. C'est plus large en fait que purement l'hospitalité classique, toute la partie diversité et inclusion qui était un tout petit peu abordée. On a fait un gros effort chez Accor en mettant 150 employés à disposition en fait, de ces jeux pour aider. Et je pense que ça génère en fait un sentiment et une responsabilisation de tout le monde sur ce que c'est que l'inclusion. Et il y a beaucoup de travail encore à faire. Le label qui existe est un label puissant, mais finalement assez peu utilisé. Donc on a 400 hôtels qui sont labellisés. Il y a beaucoup plus de travail encore à faire. Quant à la partie, je dirais, plus personnelle, déploiement des différentes populations, par essence, on a un métier dans lequel on recrute beaucoup. Dans le réseau Accor, on recrute à peu près 120 000 personnes par an. Ce ne sont pas nos employés, ce sont les employés des hôtels, mais c'est nous qui participons en fait à la fois à leur formation et à leur recrutement. Ça, c'est l'essence même du métier. En réalité, 60% des gens qu'on recrute sont en fait des personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc il y a un vrai élévateur social, qui est d'ailleurs, enfin, ça a été cité plusieurs fois, l'Arabie Saoudite, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ils recherchent à la fois à faire connaître leur pays, mais aussi à pouvoir avoir cet élévateur social quand on sait qu'on a 60% de la population qui a moins de 30 ans. C'est ça en fait le sujet qui est adressé par le biais de nos métiers. Donc en fait, beaucoup de je dirais, de bonnes pratiques. On fait 6 millions d'heures de formation par an. Donc énormément de formation, avec, comme je l'ai indiqué, des personnes qui finalement ont besoin de cette formation et qui après vont tourner et vont partir vers d'autres métiers. Donc c'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on va continuer à faire encore plus. Catherine Quérard et Jean-Baptiste Lemoine, le rôle des entreprises, justement, est-ce qu'il faut les aider davantage? Est-ce qu'il faut recevoir des jeunes, des moins jeunes, à recruter? Comment on peut les aider davantage? Là, Catherine, et puis Monsieur le sénateur. Alors c'est un très vaste sujet, puisque à l'heure où on parle de plutôt la retraite, ces sujets-là, ben oui, mais en fait, je pense que d'abord on a un rôle à jouer, y compris dans le mentorat et le tutorat chez nous. Pour moi, c'est fondamental. Maintenant, sur la question de la formation, nous avons des métiers exigeants. Nous avons des métiers qui permettent l'évolution carrière tout au long de sa vie. Ça, c'est extraordinaire. On a besoin aujourd'hui de ne pas dévaloriser la formation, de maintenir un certain nombre de budgets. Je pense aux écoles, je pense aux apprentis, à tout ce qui est les centres de formation. Je pense au coût du travail à l'intérieur de nos entreprises. On a besoin de garder peut-être même un peu plus nos apprenants chez nous, au-delà même, peut-être une expérience un peu plus longue que sur les 2 ans ou les 3 ans. En tout cas, on a des choses à écrire collectivement et surtout cet engagement tripartite, entreprise, famille et apprenants et centre de formation ou école. Si on n'a pas les 3 ensemble,
ça ne marche pas. C'est aussi expliquer comment les évolutions, l'avenir de nos métiers, et puis toujours pour rester attractif et avoir une visibilité pour faire venir, à l'heure où on veut faire venir et continuer de faire venir des touristes depuis l'étranger, eh bien, il faut qu'on garde cette qualité optimale dans notre secteur d'activité, particulièrement sur la formation. Jean-Baptiste Moine, vous voulez réagir sur le rôle des entreprises par rapport aux jeunes et moins jeunes à recruter pour le secteur de l'hôtellerie et la restauration? Alors, effectivement, sur cet aspect formation, depuis 2018, on a mis en place, je crois, un certain nombre d'éléments de politique de formation qui ont fait leurs preuves. Je m'explique. Il y a eu une réforme de l'apprentissage, il y a eu la mise en place d'une prime à l'embauche, et tout ça fait qu'on est passé en 5 ans, 2018-2023, de 320 000 apprentis à 830 000. Donc, ce niveau de... Je me souviens, il y a 10 ans, on se disait, si on a 500 000 apprentis, c'est génial. On en est à 800 000, presque 900 000. Donc moi, mon petit message aussi, c'est de dire, ne cassons pas ce qui fonctionne bien. Puisque j'entends, on va recevoir la loi de finances au Sénat dans quelques jours, qu'il faut traquer les dépenses et les dépenses inutiles. Je pense que ça fait partie des dépenses utiles, toutes les dépenses en matière d'apprentissage. Je le dis parce que flotte dans l'air l'idée de réduire la prime à l'embauche, et donc moi là-dessus je serai particulièrement vigilant. Le deuxième point, c'est que c'est pas l'État par ses incitations qui peut uniquement aider les entreprises, et les entrepreneurs s'aident eux-mêmes, si je puis dire, aussi en repensant leur modèle. Et je ne parlerai pas à la place de Catherine Carrard ou de Thierry Marx, mais j'ai vu beaucoup de leurs corélégionnaires, compères, qui eh bien voilà, ont pris le taureau par les cornes. C'est, moi, dans Lyon, une très bonne table que je recommande, la Madeleine à Sens. Gauthier, le chef, lui, maintenant, il travaille sur 4 jours, mercredi à samedi. Donc, et c'est vrai que les salariés trouvent leur compte. Ils ont 3 jours off. Régis Marcon, c'est différent. Lui, il s'occupe de pouvoir trouver des logements et de loger à proximité ses salariés. Et donc, je pense que chacun, il n'y a pas une recette unique pour fidéliser les salariés. Chacun va trouver son modèle à partir aussi de son territoire, du fonctionnement de sa boutique. Et là, moi, je fais confiance, vraiment pleinement confiance aux hôteliers, aux restaurateurs, et on l'a vu dans les prises de parole précédentes, qui ont complètement intégré ça et qui revoient tout leur modèle aussi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent du sens, et puis ils cherchent des conditions de travail. Conditions de travail, c'est quoi? C'est des pépettes, c'est des euros, c'est aussi une organisation différente. Et ça, on voit, les professionnels sont en train d'avancer à grands pas. Stéphane Laheni le disait en introduction, il y a une attente de la part du public, du consommateur, du mangeur, une attente de local. Thierry Marx, nous sommes ici à Equipotel, vous avez participé notamment à une scène qui s'appelle Bon, ici à Equipotel. C'est quoi bien manger aujourd'hui en France? C'est pas une question c'est facile. Quoi, non, mais c'est... bon, c'est définir des bons produits. Moi, ça fait 22 ans que je travaille avec Bleu Blanc Cœur, et de définir ce que c'est qu'un bon produit, son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que, avec Catherine, nous avons défendu l'histoire et l'absolue nécessité du fait maison. Il faut y revenir. Il faut une loi cadre sur le fait maison. Le décret de 2014, c'est un décret intéressant, il faut aller plus loin. Et là, il faut que les élus nous aident sur le fait maison, parce que c'est le seul moyen de protéger, le bien manger, mais de protéger aussi l'artisanat des métiers de bouche dans son ensemble, et le mot restaurant. Aujourd'hui, tout le monde est restaurateur. Donc, si on veut défendre une gastronomie française qui est mal en point, aujourd'hui, on a 1500 chefs et chefs qui sont représentés sur une liste, sur des guides, et c'est merveilleux, et j'ai la chance d'en faire partie. Mais il y a 175 000 restaurants, il faut aider le monde de la restauration à définir ce qu'est un bon produit, ce que c'est qu'une bonne restauration. Donc ce sont des combats à mener, là encore aussi, en élevant un petit peu le débat au travers de lois cadres qui protègent
la qualité, simplement l'économie de la qualité. Et ça, nous devons le défendre. Et puis après, un bon produit avec les filières agricoles. Ce qu'a dit Stéphane Layani est très très juste. Le plateau de Rungis représente tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais là encore, il va falloir que l'État intervienne pour que si nous faisons du fait maison, par exemple, que nous ayons une taxation un petit peu différente que celui qui ne le fait pas. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait du non fait maison peut avoir jusqu'à 8% de marge, moins de personnel, moins de coûts matières, et celui qui fait du fait maison, plus de coûts de personnel, plus de coûts matières. Donc si vous ne le protégez pas par une TVA modérée, il n'existera plus dans moins de 10 ans. Voilà, parce qu'il jette l'éponge au fur et à mesure en se disant j'ai pas intérêt à faire du fait maison, finalement je ne m'en sors pas. Quand vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, il vous reste 2 000 euros net dans votre poche. Donc le partage de la valeur est inexistant. Donc encore une fois, il faut élever le débat et de se dire, c'est pas les pour ou les contre, il faut élever le débat, dire on se voit où dans 10 ans? Elle se voit où cette gastronomie française dans 10 ans? On se voit où avec nos mangeurs dans 10 ans? Et je termine mon propos là-dessus. Si vous voulez refaire des mangeurs, il faut arrêter de faire des consommateurs et d'intégrer en scolarité très tôt ce qu'est l'idée d'un cours de gastronomie. Parce que prenez, je vous donne juste un exemple, prenez le cannelé. Où est Bordeaux? Quelle est la recette? Comment on la multiplie? Comment on la divise? L'écriture du français et l'apprentissage de l'arithmétique, et puis de découvrir ce que c'est qu'un bon produit. Et ça permettra, dans 10 ou 15 ans, d'avoir des mangeurs et un peu moins des consommateurs qui achètent un prix, comme le disait Stéphane, et plus une valeur. Et puis, à nous, avec l'État, de travailler pour que les gens aient les moyens de bien manger, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 5 millions de gens dans ce pays qui sont à l'aide alimentaire et 1 million de travailleurs pauvres. Vous voulez réagir peut-être, Jean-Baptiste Lemoine, sur le côté local, le côté mieux manger ou... Catherine, vous vouliez réagir aussi alors... Non, mais c'est vrai on est tous très attachés à promouvoir nos producteurs, nos artisans du goût, si je puis dire. Et ça passe aussi par le travail des offices de tourisme, des CDT, des CRT. Il y a le président de la Confédération des acteurs du tourisme et ils sont très attachés à les mettre en avant. Et aujourd'hui, d'autant plus, et je fais le lien avec le digital est très prescripteur. Et ça tombe bien, tout ça est très instagrammable aussi. Donc, si je puis dire, il faut arriver à faire converger le bien manger, le beau manger avec ces grandes tendances digitales qui permettent, qui font que d'ailleurs, il n'y a même plus besoin d'hommes sandwich en réalité, puisque les consommateurs vous font de la pub quelque part gratuitement à travers tous ces réseaux. C'est une façon de les mettre en avant. Catherine, vous vouliez réagir ? Oui, par rapport à ce que vient de dire Thierry, je souscris pleinement. Fiducial nous a sorti des chiffres très récemment, comme quoi le secteur de la restauration traditionnelle était en moyenne à des marges nettes à 3%. Donc ça veut dire qu'à la sortie de Covid, avec des remboursements de PGE, on a des effets ciseaux sur la trésorerie qui font que quand on a besoin d'investir, on veut investir pour les transitions environnementales, pour le sourcing produit, ça devient un sujet très cornélien pour le chef d'entreprise qui a envie de bien faire, avec des clients qui ont une élasticité du prix qui arrive au bout de ce qui est possible, alors même qu'on veut défendre le bien manger. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important qu'on ne se trompe pas dans les choix, que l'État nous aide à continuer vers nos trajectoires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille des produits frais avec une forte intensité de main-d'œuvre, qu'on défende cet écosystème coûte que coûte. Et c'est la même chose pour l'hôtellerie, exactement pareil. Jean-Jacques Morin, oui, j'allais vous solliciter. Juste quelque chose là-dessus. Il y a un phénomène qui a été accéléré par le Covid, qui est en fait la course vers l'expérience. Tout le monde le sait, les gens n'achètent plus de voitures, les gens n'achètent pas des biens, mais veulent en fait profiter d'expérience. Dans l'expérience qu'on peut avoir dans un hôtel, qui est quand même le plus essentiel des non essentiels, comme on aime à le dire, la partie qu'on appelle food and beverage, qui est en fait ce que vous appelez le bien manger, est essentielle. Et aujourd'hui, dans la catégorie du business qu'on appelle le lifestyle, qui est en fait celle qui, justement, essaie le plus possible de répondre à ces besoins en fait, des consommateurs, la partie food and beverage, donc la partie en fait, restauration,
et tu as plus de 60% du chiffre d'affaires de l'hôtel. Donc c'est énorme. Et finalement, les personnes viennent dans les hôtels à la fois pour y trouver une douche et puis un lit, mais surtout pour passer une bonne soirée avec une animation, une programmation et quelque chose qui sera différent. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important, qui est qu'il y aura une poussée de la part du client qui va dans les hôtels vers ce genre d'expériences qui font partie de ce qu'il recherche aujourd'hui. Il y a un deuxième élément qui est hyper important à prendre en compte là-dedans, qui est toute la partie ESG, la partie RSE. Et la réalité, c'est qu'on a de plus en plus des commentaires en fait, de nos clients dans les hôtels qui font part du fait qu'ils trouvent ça bizarre de pouvoir avoir des fraises en février dans un hôtel au milieu de la France. Bon, alors je pousse l'exemple à son extrême, mais il y a toute une partie en fait, des consommateurs qui aujourd'hui considèrent que les critères ESG, donc RSE en français, sont importants. 75% en fait, des consommateurs, hein, par des analyses qui ont été faites par Booking, veulent en fait ce genre de critères dans leur choix de décision. Et ça, je pense que ça va aussi pousser à aller vers des produits qui sont des produits locaux, des produits qui sont des produits de qualité, des menus qui soient beaucoup plus simplifiés, mais qui soient aussi beaucoup plus pertinents. Et donc, finalement, je pense qu'il y aura une vraie poussée de la part du marché, si je peux le dire dans des termes très économiques. Olivier Bon, justement, oui. Dans vos établissements, il y a un travail sur ce mieux manger, ce bien manger. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez intéressant par rapport à la discussion précédente, c'est qu'effectivement, les consommateurs, il y a une opposition entre le fait de manger local et de ne pas se priver d'un avocado toast ou de manger une burrata des pouilles, par exemple. Et tout ça, c'est évident et ça ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, on ne va pas manger que purement local, comme par exemple dans les établissements parisiens, ce n'est pas possible. Et du coup, ça s'explique. Et ça s'explique avec la sincérité du restaurateur, avec la sincérité de l'hôtelier. Et les gens, quand ils viennent dans nos hôtels, enfin, de manière générale, dans les hôtels qui font du lifestyle, c'est ce qu'on fait nous, a priori, assez bien. Ils veulent justement la caution de l'hôtelier et du restaurateur pour faire confiance et donc manger dans un restaurant où ils pensent que la plupart des produits vont être locaux. En tout cas, que le restaurateur ait fait le meilleur effort pour avoir des bons produits ou, le cas échéant, s'il prend un produit qui vient de loin, qu'il l'explique et qu'il explique pourquoi, parce qu'il a trouvé le meilleur artisan ou le meilleur fabricant de burrata ou de n'importe quoi. Et effectivement, c'est la même chose, c'est très lié à l'écologie. Donc effectivement, le RSE, où par exemple nous, nos hôtels sont classifiés en clé verte, et à aucun moment ça doit être complexant, on doit donner des leçons aux clients. Les clients, ils viennent dans l'hôtel, en fait, d'une certaine manière, ils ne veulent pas en entendre parler, mais ils savent que le travail a été fait par nous, et ils savent qu'on a fait les efforts pour être moins énergivores, pour essayer de faire attention à tout, et penser à chaque détail, et c'est ça qui les rassure. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour un consommateur de s'y retrouver dans les labels écologiques, dans le RSE, dans d'où viennent les produits, dans la saisonnalité des produits. C'est extrêmement compliqué. Donc c'est là où il faut avoir une confiance entre nous et entre le consommateur et de se dire, bah voilà, asseyez-vous, c'est nous qui allons gérer ça. Voilà, c'est notre point 2. Quelqu'un veut encore réagir sur le mieux manger? Non. Donc, oui, vous voulez réagir? Oui. Alors, c'est le mieux manger et c'est l'expérience. En fait, il y a un sujet qui est intéressant. Donc, je l'ai expliqué, il y a une sensibilité au prix qui revient. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. On aura peut-être de luxe et ultra luxe. Il n'empêche que ce qui est intéressant aujourd'hui, nous, sur nos data et notre moteur de recherche, c'est qu'on voit que les gens mettent plus de temps à chercher des informations sur les hôtels et les restaurants. Ça peut être lié à la sensibilité au prix, mais en fait, c'est pas que les gens cherchent un prix. Les gens cherchent une expérience. Et cette expérience, il veut qu'elle soit la meilleure possible. Donc ils sont prêts à investir un peu plus, mais à condition de retrouver le value for money qui a pu être perdu pendant un moment avec des augmentations tarifaires qui ont pu être importantes. Et en fait, on le voit, nous, très clairement dans nos requêtes sur le moteur de recherche. Les gens mettent plus de temps, ont plus de ce qu'on appelle, nous, de la scrutiny, donc vont regarder plus en détail toutes les informations par rapport à l'expérience. Et message rapide, communiquez bien sur ces éléments-là, sur vos sites internet, sur tous vos éléments de communication, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens vont faire la différence entre un hôtel, un restaurant. Justement, oui, vous vouliez réagir? Oui. Juste un point complémentaire, mais qui est implicite, c'est toute la loyauté que vous pouvez avoir en fait vis-à-vis de certaines marques, vis-à-vis de certains produits, qui finalement sont ce que tu décris comme étant la confiance. Et donc, il y a un gros travail qui est fait pour simplifier ce que sont les marques, ce qu'elles offrent, de manière à ce que chacun se sente confortable sur ce qu'il achète en réalité. Charles-Antoine Duron, c'était bien la transition avec vous, parce qu'on va parler quand même aussi
nouvelles technologies. On a parlé formation, attractivité, mieux manger. Les nouvelles technologies. Alors, dans le salon Equipotel, il y a tout un hall qui est dédié à ces nouvelles technologies, et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. En quoi ces nouvelles technologies peuvent-elles, selon vous, peuvent-elles encore faire évoluer le quotidien des acteurs du secteur de l'hospitalité ? Alors, je ne vais pas revenir sur tout l'aspect recherche d'informations qu'on peut avoir sur le moteur de recherche, qu'on peut avoir sur YouTube comme la plateforme qui appartient au groupe, mais vous avez mentionné Instagram, etc. On a toute une partie où le digital est la source d'inspiration et la source de recherche d'informations. Donc ça, je pense que c'est un sujet où on ne va pas y passer des heures parce que je pense que c'est connu de tout le monde. Je redonne juste le conseil qui est mettez un maximum d'informations et la plus précise possible pour favoriser la décision, pour que les gens aillent dans vos hôtels et dans vos restaurants. Je pense que la grosse révolution que tout le monde a mis sur la table, qui est l'intelligence artificielle, moi je vais l'aborder avec mesure en fait, parce que l'intelligence artificielle, on en fait depuis des années sans le savoir, c'est un peu Monsieur Jourdain. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle a défrayé la chronique avec ce qu'on appelle la generative AI. Mais la réalité, c'est que en fait, l'AI, vous avez le cerveau gauche analytique et prédictif, qui sont des choses que les gens font depuis très longtemps. Et il y a le cerveau droit, qui est la generative AI, qui est autour de la créativité. Donc la capacité à utiliser des algorithmes ou des large language modeling, pour être précis dans le modèle, qui vous permettent de générer des contenus sur la base de textes, de vidéos, de photos, etc. Mais pour revenir au point, je pense que cette IA aujourd'hui et cette generative AI, elle existe, il faut l'utiliser, et elle existe sur des sujets très basiques. Ça peut être les opérations, la gestion des fluides, électricité, ça peut être tout le gâchis alimentaire qui existe, mais ça peut être aussi effectivement dans l'expérience même de booking que vous mettez en place, et des temps de gagner pour vos équipes sur ces sujets-là. Je vais vous faire deux extrêmes. Une petite boîte qui est en Guadeloupe s'appelle The Welcome, qui fait de la location de maisons. Et en fait, c'est une personne qui utilise de l'intelligence artificielle pour créer les contenus texte pour chacune des maisons. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 3 heures pour faire rentrer une maison dans son système, ça lui prend littéralement 10 minutes. Gain de temps immédiat. Et si je prends un grand groupe comme le groupe Accor, avec lesquels on travaille, on a ce qu'on appelle le Digital Asset Management Tool, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est la capacité à utiliser des images, des textes. Et en fait, aujourd'hui, Accor s'appuie sur des outils type Vertex pour catégoriser les images, pour catégoriser les textes et les exploiter de la manière la plus efficace possible. Bilan de tout ça, c'est qu'en fait, vous allez offrir une expérience personnalisée à votre utilisateur, favoriser la différenciation, et c'est un avantage compétitif que vous mettez en place. Et là où je reviendrai sur plein de sujets qui ont été abordés, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous allez prendre des gens qui avaient des métiers rébarbatifs et répétitifs, et vous allez pouvoir les mettre sur des sujets à valeur ajoutée. Et là où c'est important, c'est d'utiliser donc bien cette intelligence artificielle, car en fait, c'est juste un moyen, c'est pas une fin. Et en fait, vous allez continuer à vous battre contre les mêmes compétiteurs, sauf que s'ils utilisent l'intelligence artificielle mieux que vous, c'est eux qui vont gagner, parce qu'ils auront des gains d'efficacité. Et je finis juste là-dessus, parce que c'est extrêmement important pour moi. On parlait ressources, on parlait formation, et je pense que ce sujet-là doit être pris très au sérieux par l'ensemble des groupes. C'est que la formation autour des outils digitaux au sens large, et plus spécifiquement de l'intelligence artificielle, est un élément clé et de différenciation. Et je pense que la France et les acteurs de l'hospitalité en France ont un rôle à jouer autour de ça. Thierry Marx, vous voulez réagir sur l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment dans le secteur de l'hospitalité. Vous voyez ça comme quelque chose plutôt un outil supplémentaire, une façon d'être plus performant? Un outil supplémentaire, oui. Un outil qui dérégule, oui aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui, on y fait très attention, on est très attentif, et notamment pour les plus petits, ceux qui ont un hôtel, qui sont au fin fond de la Creuse, et qui n'ont que d'autres choix que de payer 20% à Booking. Et donc il faut parler un peu de ces plateformes qui aujourd'hui, soyons francs, vampirisent totalement l'hôtelier sur ses marges. Donc oui, on y fait attention, oui, on regarde tout ça extrêmement près, et on travaille avec des spécialistes qu'on a intégrés dans nos services justement pour anticiper un peu mieux. Aujourd'hui, le Digital Market Act, effectivement, nous pose un certain nombre de problèmes, et on voit aujourd'hui, on a des chiffres très concrets sur la perte d'attractivité pour un grand nombre d'hôteliers. Alors, on pourrait en débattre pendant des heures, mais c'est quand même un sujet
très important aujourd'hui et qui nous pose quand même une réflexion de fond sur ces sujets pour aujourd'hui ne pas trop favoriser ces plateformes qui aujourd'hui, encore une fois, je le dis, vampirisent énormément la marge de ces entreprises et télescopent nos entreprises parce qu'elles proposent aussi autre chose que simplement des chambres d'hôtel. Elles proposent aujourd'hui du meublé touristique qui est venu totalement déréguler le marché. Et aujourd'hui, on voit bien que ça a même dérégulé le marché de la location de logement. Donc, qui nous pose aussi des problèmes de recrutement et puis qui transforme des villes finalement en parcs d'attractions. Donc, les maires ont intérêt de s'interroger. Heureusement, nos élus ont commencé à prendre en compte cela depuis 2-3 ans et on s'interroge. Vous voyez que c'est beaucoup plus vaste que ça et je pense qu'on va ennuyer tout le monde sur ce plateau, mais il y a vraiment à approfondir un sujet parce que tout a l'air merveilleux comme ça, mais il y a quand même, quand vous payez 20% à Booking, Booking n'est pas fiscalisé en France, il me semble. Quelqu'un veut réagir au-delà de... Ah mais Stéphane Laheny peut-être veut réagir. Non mais il faut venir chez Accor. Il faut venir chez Accor. Non, répondez pas. C'est un panel qui est à peu près propre. Ouais. Non, juste sur la réaction. C'est hyper important ce qui est en train de se passer et hyper compliqué. Parce que tu parlais des nouveaux métiers. Il y a un métier qui va être intéressant, qui est celui de comment je pose des questions. Parce que finalement, c'est un outil. C'est comme de la programmation. Donc, on pose la bonne question, on a la bonne réponse. On pose la mauvaise question. Mais c'est déjà un métier. On recrute. Et ça, c'est un métier en soi. Il y a ça, il y a évidemment le problème de la qualité des données. Si aujourd'hui vous faites du ChatGPT sur une base qui est une base publique, vous aurez n'importe quoi comme résultat parce qu'en fait les hôtels ne sont pas à jour. Vous disiez en fait l'importance d'avoir des données qui soient à jour sur Internet. Et oui, si les données ne sont pas à jour, garbage in, garbage out. Donc ça c'est un dernier sujet. Mais juste pour revenir sur ce que ça peut changer. Tu l'as très bien dit en fait. Ça existe depuis des dizaines d'années. Tout le revenu management, le yield management qui est fait par les compagnies aériennes ou les compagnies hôtelières, c'est de l'intelligence artificielle puisque c'est rien d'autre que de l'analytique prédictive. D'accord ? Ce qui est vraiment différent, c'est la capacité à créer du contenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, maintenant, on a un data processing qui permet de le faire. Il y a un cloud, il y a des processeurs qui permettent de faire ça. Et ça va jusqu'à créer en fait une page d'accès au web de l'hôtel qui soit totalement personnalisée. Il se rappelle de ce que vous avez consommé la fois précédente, il se rappelle de ce que vous avez décrit dans votre profil comme étant ce que vous aimez, et il vous propose une page qui n'existe pour personne d'autre que vous, avec des activités autour, et ainsi de suite. C'est ce vers quoi ça peut aller. Et donc ce marketing, qui est un marketing en fait extrêmement spécifique à la personne, c'est ça le futur. Et c'est aussi pour ça que ça a besoin d'une infinité de données, puisqu'il y a une infinité de consommateurs potentiels. Voilà, juste pour compléter, parce que c'est... Mais il y a une vraie révolution qui n'est pas simple à prendre. Catherine, vous voulez réagir aussi ? Oui, la technologie et l'IA n'est pas seulement tournée vers le client, elle est aussi tournée vers l'organisation intrinsèque de l'entreprise. C'est comment on facilite à l'intérieur de son entreprise tout un tas de sujets. C'est dans la gestion de la commande, ça va être dans la gestion du personnel, les fameux SIRH, c'est effectivement dans le recrutement. Et après, on se tourne aussi vers le client, enfin c'est après ou en même temps. Mais pour moi, il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est d'autant plus important que quand on parle d'attractivité des métiers aussi, on a besoin d'avoir une relation plus fluide avec nos collaborateurs. On a besoin d'avoir... Donc, toute cette digitalisation à l'intérieur de nos entreprises, elle doit, en théorie, libérer du temps aux chefs d'entreprise ou aux managers pour être plus avec ses équipes et plus avec ses clients. Et donc pour être plus visible. Sauf qu'on a beaucoup de managers ou d'entrepreneurs en ce moment qui sont un peu le nez dans le guidon parce qu'on n'a pas assez de salariés dans nos équipes, etc. Donc cette quadrature du cercle, elle n'est pas simple. Et puis aussi, Thierry vient de le dire, la digitalisation, l'IA, c'est un coût pour l'entreprise qu'il faut intégrer. Or, on voudrait plutôt baisser le coût, en tout cas nos charges d'exploitation. Donc, comment on baisse nos charges d'exploitation quand la masse salariale est passée en moyenne qui était à 35%, elle est passée au-delà de 40%, on a peut-être aussi des choses à écrire parce qu'on est à forte intensité de main-d'œuvre. Et si on veut garder notre protection sociale, aller rechercher d'autres financements que celles uniquement par le salaire. Je dis ça, je dis rien, c'était juste au passage. Mais c'est pour nous important parce que notre secteur d'activité, il est fondamental, il est attractif et on veut le rendre encore plus attractif, ça c'est notre rôle ici.
Et donc, pour être plus attractif, il faut qu'on tienne compte de tous ces enjeux-là et libérer aussi du temps aux managers et aux entrepreneurs pour qu'ils s'imprègnent aussi de la digitalisation. Jean-Baptiste Lemoyne, vous vouliez réagir? Quelques éléments, effectivement, en écoutant le débat. Sur le digital, le monde de l'hôtellerie, de la restauration, il est très divers, très hétérogène. Et effectivement, comment faire pour que l'acteur qui est au fin fond d'un territoire, qui déjà est content parce qu'il a eu la fibre il y a 3 ans, enfin oui, ça existe. Hein, oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que nous, on avait veillé dans le plan tourisme à ce qu'on puisse mettre en place avec France Num des chèques de 500, 1000 euros, etc., permettant de donner les moyens de se former déjà, parce qu'il y a besoin d'acquérir, si je puis dire, un certain nombre de compétences. Et puis, je fais le lien avec la jeunesse aussi, une autre façon d'acquérir les compétences, c'est de recruter des jeunes qui sont par définition digital natives et qui, eux, je dirais, ont cette aisance, cette facilité. Et quelque part, ça peut être, je pense, un argument pour faire venir ces jeunes au métier. Et puis, dernier point, lié effectivement aux meublés et aux plateformes. Là aussi, la France est très hétérogène. Il y a des zones tendues et... on voit bien à Saint-Malo, au Pays Basque, etc., combien les meublés ont pu chasser l'offre de logements traditionnels et puis créer une concurrence déloyale par rapport à l'hôtellerie classique. Néanmoins, il y a des territoires, et Lyon en fait partie par exemple, où c'est vrai que l'hôtel du Cheval Blanc avec 12 chambres, hélas, il n'existe plus, mais il n'existe plus depuis 15 ans. Et dans ces cas-là, on est bien content d'avoir aussi une offre d'hébergement qui se met en place, tout en ayant aussi des hôteliers qui d'ailleurs investissent, se développent, des familles qui arrivent à passer le flambeau à l'autre génération. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut avoir une appréciation aussi très territoriale des choses et que la vérité dans un territoire, de ce point de vue-là, n'est pas la même dans les autres. Et puis, dernier point, sur les plateformes, je pense qu'il faut aussi, moi j'étais très bleu, blanc, rouge, cocorico. Vous vous souvenez de l'été bleu, blanc, rouge en 2020, 2021, enfin pour essayer de faire en sorte que les Français aussi restent en France, dépensent en France, etc. J'ai envie de dire, quand vous voyez une disponibilité sur une plateforme, rien ne vous empêche derrière de prendre votre téléphone, d'appeler directement à l'hôtel, de réserver en direct. La marge, elle va à l'hôtelier, ou d'aller sur le site de l'hôtelier et bien là aussi de réserver en direct. Ça fait partie des réflexes peut-être à inculquer pour que y ait ce côté un peu patriotique, si je puis dire, qui redescende jusque dans le porte-monnaie des hôteliers. Merci beaucoup. On peut peut-être être patriotique jusqu'au bout, alors on pourrait créer une plateforme française. Après, il faut la force du marketing. L'approche marketing, elle est d'être moins chère que Booking. Il faut la force du marketing, derrière, pour l'imposer. Il faut peut-être y réfléchir quand même. Moi, je veux bien défendre ce qui n'est pas fiscalisé en France, mais en même temps, et quand vous dites le Cheval Blanc n'existe plus, peut-être aussi poser la question pourquoi il n'existe plus. Pourquoi on n'a pas su faire une transition de ces entreprises dans leur coût de transition. Les normes, on se souvient, les normes 2005, loi handicap, tout ça, les investissements nécessaires, et ce qui fait que, hélas, ils ont parfois disparu. Mais en même temps, il y a aussi de belles histoires. Pardon de parler de Lyon, mais c'est le territoire que je représente. On avait l'hôtel de Paris et de la Poste, vieille institution, qui avait traversé le XXe siècle. Il n'y avait pas de passage de flambeau au sein de la famille. Il y a un family office qui est arrivé, qui a racheté, qui a tout mis par terre, mais pour tout reconstruire. Et aujourd'hui, il y a l'hôtel Epona qui va ouvrir dans quelques semaines, qui va être à nouveau l'hôtel de Paris de la Poste, si je puis dire, pour le XXIe siècle, et qui est plus grand, qui crée une véritable expérience, au sens où lifestyle, où ça a été décrit par les différents intervenants. Et donc, je suis aussi confiant parce que il y a des familles ou des salariés d'ailleurs qui ont commencé dans le secteur, mais qui ont pris cet escalier social, qui après avoir été employés eux-mêmes se lancent, prennent des risques. Donc j'ai aussi confiance parce que grâce à la créativité, à l'inventivité, etc., dès lors qu'il y a un produit de qualité qui est proposé, je dirais qu'il y a aussi une demande qui est là. Donc ce que je veux dire, c'est que quand j'évoquais le Cheval Blanc et sa disparition, c'était pas pour être fataliste, c'est qu'il y a aussi de très belles histoires qui s'écrivent et que hospitalité, il s'écrit au pluriel, c'est ce que revendiquait Agnès, la directrice du salon, et c'est vrai que dans des territoires parfois qui étaient en déprise,
on est bien content d'avoir différents types d'hébergements. Je note d'ailleurs que l'hôtellerie de plein air reste très booming, y compris cette année, et depuis 4-5 ans ne cesse de croître. Donc on voit bien que la partie expérience est très importante et c'est valable dans tous les segments. Merci beaucoup. Merci à tous. Un mot rapide, parce que juste on parle de plateformes, donc ne mettons pas toutes les plateformes dans le même panier. Nous, on a eu beaucoup de discussions avec le groupe Accor sur justement les stratégies directes et indirectes. On est un peu secoué chez Google sur les sujets de régulation avec Digital Marketing Act, mais on travaille main dans la main avec nos partenaires hôteliers, notamment pour essayer de trouver des solutions et favoriser la stratégie du direct qui est pour nous la clé pour rester un partenaire efficace. Depuis qu'on peut comparer les prix sur Google, ça a changé la vie des hôteliers. Parce que vous voyez tout de suite que le meilleur prix est chez l'hôtelier. Ça a été une révolution complète. Merci beaucoup. Et un dernier point, pour répondre, et après, si vous le promettez, j'arrête, qui est au sujet des formations et des formations des plus jeunes. L'IA et l'IA générative aujourd'hui, avec tout le prompting dont parlait Jean-Jacques, est un vrai sujet, est une révolution, et au sens propre. Et je pense que malheureusement, il faut qu'on trouve des solutions économiques durables, mais une révolution nécessite parfois d'avoir quelques surinvestissements pendant une période donnée pour être certain de bien capter et de bien monter dans le train de cette révolution. Et je pense que c'est là où il y a un sujet de réseau et de tous les acteurs ici qui doivent aider en fait, l'industrie à rentrer et à monter dans ce train. Donc ne bougez pas, j'appelle... Oui, allez-y, pendant que vous réagissez, j'appelle Alexandros Vassilikos à nous rejoindre pour conclure. Vous allez prendre ma place, je vais m'asseoir à côté. Donc allez-y, Jean-Baptiste Lemoine. Non, mais j'avais lu qu'on avait le droit à une carte blanche et je trouve que c'est très intéressant d'avoir la carte blanche des uns et des autres parce que c'est là où on va voir le côté... Je l'ai zappé parce que je regardais la montre, mais si vous la voulez... Alors oui, on va la faire très vite. En fait, je vous demandais si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez tous pour améliorer le secteur dans lequel vous travaillez. Donc on commence par vous, Olivier Bon, comme ça on remonte jusqu'à vous. Oui, non, moi, encore une fois, j'essaierai d'améliorer la sincérité entre les hôteliers et les consommateurs, parce que l'hôtellerie traditionnelle on en discute, mais a beaucoup perdu de sa saveur, tout simplement grâce à des outils de réservation très simples, grâce à beaucoup de choses, et la vraie sincérité de l'hôtellerie a un peu disparu. Voilà. Alors moi, je vais faire simple. J'aimerais donner les moyens à tous les acteurs du secteur de faire du digital un outil pour que l'expérience consommateur soit la meilleure possible. Tout ce que l'on peut faire autour du RSE, tout ce que l'on peut faire autour du climat, tout ce que l'on peut faire autour du social, tout ce que l'on peut faire autour d'une meilleure gouvernance. Et juste parce que comme on a parlé pas mal de l'Arabie Saoudite, de ce qui se passait dans d'autres pays, de l'attractivité d'autres pays, il y a un point qui est super important, c'est ce qui marche dans les autres pays, c'est des directives claires, des directions claires, avec un gouvernement qui sait exactement ce qu'il veut, qui édicte et qui édicte de façon continue. Parce que c'est bien d'avoir une super idée, mais si la super idée c'est pour la supprimer 2 ans après, eh ben c'était pas une super idée. Malheureusement une porte ouverte, mais il y a un certain nombre de pays dans le monde qui réussissent parce qu'ils ont cette continuité de pensée. Thierry Marx. Le fait maison, une loi en 2025 sur le fait maison, ça protégera grandement notre gastronomie française et ça lui redonnera du relief. Catherine, la baguette magique, c'est avant tout défendre l'économie de notre secteur. Donc, c'est défendre nos emplois, nos filières. Et défendre nos emplois, c'est sa protection sociale. Et donc, imaginer qu'elle ne soit plus uniquement financée par les salaires, mais aussi par les consommateurs. J'ai envie de dire, on l'a vu à travers toutes les interventions, il y a besoin d'investir. Et donc, Catherine ou Thierry le disaient, mais parfois, les établissements n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se permettre parce que, on le voit, le taux de marge, il est de 2-3%. J'ai envie de dire, dans ces temps de débat sur la dette, la fiscalité, etc., alors au risque de paraître pour populiste, j'ai envie de dire, et si on testait une année blanche fiscale pour permettre à ce que cet argent soit réemployé immédiatement dans de l'investissement. Et pourquoi je dis ça en étant un peu provocateur, c'est que en réalité, on a mis beaucoup d'argent pendant la crise Covid et juste après pour soutenir le secteur hôtellerie-restauration. 38 milliards d'euros. Je comprends là-dedans les 13 milliards de PGE. Allez, on va dire
38 moins 13, 25, parce que les PGE, vous les remboursez. Donc, quelque part, ce n'est pas cadeau. Mais je dirais 25 milliards d'euros avec l'activité partielle prise en charge, avec un plan d'investissement à l'époque qu'on a mis également en place. Je considère que ce n'est pas de l'argent qui a été mal employé, parce qu'il y a de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette, voilà, comme le cholestérol. Mais il y a de la bonne dette, et dès lors que ça permet d'investir pour rebondir, derrière, vous créez de la valeur, vous générez aussi des recettes. Donc j'ai envie de dire, à un moment, effectivement, il faut alléger le fardeau fiscal pour permettre à ces acteurs d'investir, de mettre le paquet, parce qu'encore une fois, d'autres, à l'étranger, eh bien, ils mettent le paquet, et donc on ne peut pas rester en arrière de la main. Merci à tous. Donc, vous l'avez eu, votre carte blanche. Alexandros Vassilikos, donc juste peut-être un mot pour présenter l'OTREC, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est d'avoir votre regard un peu d'Européen sur tout ce qui a été dit depuis 1 heure, 10 minutes. Bien. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. J'utiliserai la baguette magique à la fin. Oui, oui. Donc deux mots pour bonjour à toutes et à tous. 2 mots pour présenter OTREC. OTREC, c'est l'association européenne de l'hôtellerie, de la restauration, café, bar et vie de nuit. Donc 47 associations nationales, dont GHR et UMI, qui représentent 36 pays en Europe, un peu moins de 2 millions de sociétés et un peu plus de 11 millions d'emplois. Donc voilà ce que nous faisons à Bruxelles. Nous représentons sur tout ce qui a été évoqué d'ailleurs, parce qu'il y a une grande partie de tout ce qui a été discuté, qui est discuté bien entendu au niveau européen. Donc voilà pour l'introduction. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ce que vous Alors, avez ça m'a inspiré surtout de voir la nécessité des dialogues au niveau européen. Parce qu'on reconnaît, j'ai la chance de voyager dans beaucoup de pays, on reconnaît les mêmes problèmes dans beaucoup de pays. Moi, je suis hôtelier en Grèce. Je me lie dans tout ce qui est dit ici, même par rapport aux Jeux Olympiques. On en a parlé avec Catherine tout à l'heure. La problématique n'est pas tellement différente aujourd'hui, n'a pas été tellement différente. Les résultats n'ont pas été tellement différents non plus en 2024 à Paris qu'en 2004 à Athènes. Donc on voit qu'il y a cette nécessité d'avoir une plateforme commune sur laquelle on peut et on doit échanger l'expérience chacun les uns des autres. Et surtout dans cette circonstance où nous nous trouvons aujourd'hui, en post-Covid, donc avec une période très très particulière, avec des gens qui consomment beaucoup plus, pendant 3 ans maintenant, après une période où ils ont été privés d'expérience. Et ça, parfois, ça passe des messages qui sont mal captés ou qui ne sont pas captés. Donc il est très important de voir comment on va se projeter dans le futur. C'est pas facile aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si cette demande va rester. Est-ce que c'est une demande... On commence à voir quelques signes où l'évolution, en tout cas, qu'il y avait jusqu'à présent n'est plus la même. Est-ce qu'elle va se stabiliser? Est-ce qu'elle va baisser? Est-ce qu'on va revenir sur une génération de jeunes qui n'achètent plus d'immobilier, de voitures, de vélos, et donc qui ont beaucoup plus d'argent disponible pour les expériences? Ça, c'est un petit peu le côté positif qu'on essaye de voir, mais ce n'est pas donné. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose sur lequel on ne doit pas se battre. Donc, les sujets qu'il y a aujourd'hui, j'oserais dire qu'ils n'ont pas de frontières. On a affaire à des sujets qui... Thierry a parlé du DMA. C'est aujourd'hui une discussion qu'on est en train de faire à Bruxelles, aussi bien avec Google, avec Booking, qui ont été désignés en tant que gatekeeper. Et c'est le besoin qu'on a, législatif, autour d'une évolution qui existe aujourd'hui, qui est exponentielle. La technologie, avant même l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'évolution technologique est exponentielle. Mais l'évolution législative demeure linéaire. Et là, on commence à avoir un delta qui grandit. Et il est nécessaire de prendre des mesures, aussi bien au niveau sociétal, chacun, dans sa compagnie aussi, mais au niveau législatif aussi. Les lois ne peuvent plus être les mêmes. Quand une grande plateforme a 72% de la distribution en Europe, c'est sûr qu'il doit y avoir des lois qui vont être adaptées à cette plateforme, et non plus les lois avec lesquelles on a voyagé pendant les 10 ans qui sont passés.
Ah, vous en avez pris des notes. Hein. J'ai pris des notes. Je voulais dire un mot aussi sur l'Arabie Saoudite est revenue très souvent dans la discussion. Un pays qui va quand même mettre plus d'un demi-million de chambres sur le marché dans les années à venir. Alors aujourd'hui, mais moi je veux surtout rester un petit peu sur le mécanisme. On voit des pays qui essayent de se réintroduire mondialement par le tourisme. Et je vais vous dire un exemple, on en a parlé tout à l'heure, on discutait avec des fonds d'investissement à Berlin qui me disaient, des fonds d'investissement horizontaux, qui me disaient, Alexandre, nous, le seul domaine dans lequel on regarde l'Europe à long terme, c'est l'hospitalité. Et pourquoi? Parce qu'on voit la planète d'une façon très simple. Les États-Unis font l'innovation, l'Asie copie et l'Europe fait les régulations. Donc pour nous, l'industrie et la technologie ira en Asie et aux États-Unis. Mais s'il y a une chose qui ne pourra pas être répliquée dans ces continents, c'est l'hospitalité, c'est l'histoire européenne, c'est le vieux continent. Et là, pour moi, c'est la réponse de où est-ce qu'on doit aller. Est-ce qu'on doit aujourd'hui se considérer comme destination compétitive à Dubaï ou à l'Arabie Saoudite ou n'importe quelle de ces destinations qui soient en pleine évolution? Ou est-ce qu'on doit revenir aux racines? Est-ce qu'on doit revenir aux faits maison? Et pour moi, il n'y a pas photo. C'est ça qui ne peut pas être répliqué à l'étranger sur lequel on doit miser. On ne doit pas voir aujourd'hui nos métiers comme étant 7% du PIB en France, ou 10% du PIB en Europe, ou 25% du PIB en Grèce, ou si on prend des régions touristiques, qu'elles soient dans la montagne, que ce soit des îles grecques ou que ce soit n'importe quelle région, on arrive à des taux qui sont à 80 ou 90%, qui sont liés et dépendants du tourisme. Mais pour moi, c'est pas seulement ça, et c'est pas ça en premier. On doit voir aujourd'hui, et les législateurs, avant tout le monde, doivent voir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration comme étant, pour moi, les gardiens des recettes locales, des produits locaux, de la tradition locale. On a souvent en Grèce, et pendant très longtemps, tout le monde disait « Ah oui, le souvlaki, le moussaka. » Oui, mais de façon un peu dérisoire. Oui, mais c'est ça qu'on vend. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est ça notre identité. Et le bœuf bourguignon, c'est le bœuf bourguignon. Et on a l'obligation de conserver ces traditions. Et je termine pour ne pas vous prendre trop de temps. Il faut pour moi, il faut se poser la question de où est-ce qu'on veut être dans 10 ans. Et c'est là où tout le monde doit être assis à la même table, le législatif, européen comme national, la société locale. Qu'est-ce qu'elle veut, la société locale? Est-ce que la société locale veut être délocalisée? On a parlé aussi des meublés. Je vous dis un exemple très simple. Sur des îles en Grèce, il y a 30% de la population qui est partie de l'île parce qu'ils se font plus d'argent en louant leur maison et en habitant à Athènes que de vivre dans l'île et travailler. Mais que va devenir l'île dans 10 ans? Est-ce que quelqu'un se pose cette question? Et là, on doit tous, en tant que société, faire ces discussions ensemble. On ne peut pas laisser aliéner les grandes plateformes, je ne dis rien de négatif, hein, mais les grandes plateformes qui amènent aujourd'hui des notions totalement différentes et des vagues d'évolution totalement différentes aussi et de changements dont on sait faire sur la façon dont le business est fait. Il faut faire des lois là-dessus, c'est pour ça qu'il y a le DMA. On discute aussi du EU Talent Pool, la possibilité de faire bouger les gens qui travaillent dans l'hospitalité en Europe. Tout ça, c'est les choses qui doivent nous préoccuper au niveau aussi bien régional, national qu'européen. Et il y a beaucoup à faire, mais je reste positif et je pense que, non pas par rapport aux chiffres, mais surtout par rapport à ce qu'on représente, on a un futur et on a un futur pour les jeunes aussi. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Je me retourne vers Béatrice Gravier. Je pense qu'on n'a même pas le temps de questions. Peut-être que s'il y a des questions, si on prend quand même une ou deux questions. S'il y a des questions pour... oui. Alors, attendez, on va vous apporter un micro. Et si on ne le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Merci beaucoup pour cet exceptionnel panel. Je suis Anna Cherbinina, donc présidente d'AS Global Realty Immobilier de Luxe, ici pour justement cross-vision de tout ce que vous représentez.
Je suis en France depuis 20 ans, mais d'origine étrangère, comme vous pouvez peut-être entendre. Et tout ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Mais moi, j'ai un petit souci là-dessus. C'est que la France, ça fait arriver depuis toujours, depuis Louis XIV, bœuf bourguignon. Mais dans les enjeux internationaux et aujourd'hui, Arabie Saoudite, pays qui normalement ne devrait pas être si attirant, aujourd'hui en tête de peau sur 2030, n'est-ce pas? On est tous là en train de regarder les investissements. Qu'est-ce que nous, en France, on fait pour rester en tête de gondole, en dehors des Jeux Olympiques qui sont déjà passés, c'est déjà fini? Qu'est-ce qu'on fait? Et, par exemple, on parlait d'expériences digitales, de parcours de jeunes et tout ça, c'est très formidable. Mais les clients aujourd'hui, ils veulent expérience, ils veulent, si j'ose dire, quelque chose de sexy. Moi, quand j'ai choisi, voilà, on est prêt, comme vous avez dit à juste titre, mettre beaucoup d'argent, mais on veut en face expérience exceptionnelle, unique. Et la France n'est pas spécialement connue pour, c'est connu pour être cher. Les gens se plaignent beaucoup des services, encore et toujours. Et c'est toujours pas ça. Donc, qu'est-ce que vous, cette panel formidable, pouvez proposer pour être sexy? Merci. Non, mais pour être sexy, moi je défends l'idée de l'économie de la qualité. Si je regarde ma génération, on a grandi avec la théorie du low cost, du tout pas cher. Donc ce tout pas cher, c'est une économie du renoncement. On renonce à la qualité et on fait plus de masse. Je crois que ce qui a été dit très très juste par Lautrec, c'est de revenir à l'identité des choses, à la qualité des choses. Et c'est vrai, quand on voit aujourd'hui le fonctionnement du tourisme, on va vers un slow travel finalement. On voit des gens qui vont passer plus de temps dans notre pays, mais effectivement, il faut leur faire vivre des expériences. Et c'est pour ça que Catherine ne contredira pas là-dessus, qu'on va aussi vers le monde rural pour les aider à faire cette transition d'accueil, d'hospitalité, pour vivre une expérience en milieu rural. C'est un gros travail à faire, mais nous nous y attachons parce que ça nous paraît extrêmement fort de venir en France et d'y vivre une expérience, qu'elle soit sur le littoral, qu'elle soit dans le relief ou dans le cœur de la France, où il y a des tas de choses à voir. Et effectivement, des fois, notre parc hôtelier, notre parc d'accueil est un peu déficitaire. Mais il faut travailler là-dessus, donner les moyens. C'est pour ça que nous avons signé des accords avec un certain nombre d'acteurs comme l'ADEME pour faire ces transitions. Mais on est conscient de cela. Mais la survie de notre hôtellerie et de notre restauration passera par l'identité. Et ça, je suis totalement convaincu, on l'a évoqué longuement ensemble, tous les trois, sur cette identité du produit qui fait qu'on va rester un peu plus longtemps pour vivre une expérience. D'ailleurs, si je prends simplement la cuisine, je le dis très fréquemment, mais la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Donner de la mémoire à une expérience d'hospitalité, qu'elle soit dans le Lot, dans Corrèze, dans la Creuse, peu importe, donner de la mémoire, on saura le faire. Faut-il encore que le professionnel en ait les moyens? Ce sujet, il est là. Aujourd'hui, c'est ce renfort de taxes permanent depuis 40 ans a totalement oxydé notre capacité d'entreprendre dans ce secteur d'activité. Et c'est ce qui nous pénalise aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut défendre avec le législateur pour qu'on puisse remettre en avant un petit peu moins de taxes. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse sur l'expérience, sur la capacité à garder nos salariés. Laissez-nous faire avec nos salariés. Ne venez pas nous taxer sur les avantages en nature. Ne venez pas nous taxer sur les repas offerts à nos personnels, sur les logements offerts à nos personnels. On est taxé sur tout et sur le travail. Donc qu'on nous taxe sur notre IS, je peux l'entendre, mais qu'on nous taxe sur le coût de production, c'est quelque chose qui nous pénalise beaucoup. Oui, il faut faire cette transition vers l'économie de la qualité, arrêter avec cette théorie du low cost, du tout pas cher, et de revenir à cela. Mais effectivement, le législateur doit avoir son mot à dire là-dessus pour qu'on travaille de concert. Peut-être un point pour compléter. C'est vrai qu'en France, depuis plusieurs décennies, hélas, les pouvoirs publics ont trop considéré le tourisme comme étant une économie de cueillette. Il faut se baisser et on ramasse les devises, etc. Ça, c'est fini. C'est fini parce que compétition croissante, même si effectivement, ce qui va être offert en Arabie Saoudite ou même, prenons ce qui a déjà émergé. Les Émirats, il y a 30 ans, ça n'existait pas sur la carte touristique. Aujourd'hui, c'est une destination et business et loisirs. Et les Français, d'ailleurs, se ruent
aux Émirats. Donc tout ça pour dire que l'économie de cueillette, il faut oublier ça. Et ça veut dire aussi que côté pouvoir public, et je souscris à ce que disait le président Morin, c'est qu'il y a besoin d'avoir une permanence dans le temps sur un certain nombre de politiques publiques. Planifier les choses, c'est pas un gros mot. Dire on déroule un plan tourisme à chaque fois quinquennal ou décennal, quels que soient les gouvernements, ça a du sens parce que on ne peut pas se contenter de mettre quelques millions d'euros de promotion du territoire. Non, on sera à la hauteur, encore une fois, j'y reviens, se montrera de l'investissement. Si on n'investit pas, effectivement, en tant que destination, on vivra sur des acquis, mais on ne sera pas, je dirais, updaté par rapport aux attentes des clientèles internationales. Donc, j'y reviens là-dessus, investir, je pense, et ça veut dire aussi, pour les pouvoirs publics, encore une fois, structurer une démarche et considérer que le tourisme, c'est pas une danseuse, non, c'est une véritable industrie. Et on verse des larmes de crocodile sur le commerce extérieur français. Mais là, on a un secteur qui rapporte, qui est excédentaire. Et quand on prend les dépenses des touristes français à l'étranger versus les dépenses des étrangers en France, effectivement, on est excédentaire. Donc, essayons d'aider ce secteur qui est excédentaire et qui rapporte. Juste pour compléter et terminer, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais avant tout, l'important, c'est la création de valeur. Notre secteur crée de la valeur, il en crée beaucoup. Donc, notre secteur ne demande pas d'aide. Le Covid a été une période où nous avons eu besoin d'aide pour survivre, parce que 10 mois de fermeture sur 15 mois, ça veut dire que sinon, ce n'était pas le chômage partiel, c'était chômage tout court. Donc aujourd'hui, on est reparti sur une dynamique. On a les PGE à rembourser, on a besoin d'investir, mais on a surtout un écosystème extraordinaire en France. On a tout. On a la diversité, on a la gastronomie, on a notre hôtellerie, nos hospitalités, à la fois les gîtes et chambres d'hôtes qui travaillent avec nous, notamment dans la ruralité. Donc on a cette diversité. On n'a pas besoin d'aller faire du surtourisme comme ils veulent faire en Arabie Saoudite, puisqu'on a le reste et on a le meilleur. Donc défendons-le coûte que coûte, investissons, communiquons là-dessus et tout ira bien. Mais il faut que l'État aussi nous laisse gagner et créer de la valeur. Et aujourd'hui, les taxations sont quand même un peu punitives et nous empêchent de créer de la valeur. On l'a rappelé tout à l'heure. Voilà. Merci Catherine pour ce petit mot de la fin. Merci à tous pour ces échanges que je pense a plu largement à toute l'audience. Alors, on vous invite, si vous le souhaitez, on a un petit cocktail d'inauguration juste là, à la sortie de la salle de conférence, ce qui vous permettra de continuer à poser vos questions et vous entretenir avec notre panel, si vous le souhaitez. Juste avant qu'on bouge, on va faire une petite photo de famille, parce qu'il est quand même beau, ce panel. Donc, Stéphane, si vous pouvez nous rejoindre. Jean-Virgile, si vous pouvez aussi, avec plaisir, sur la photo. Je vois que l'ambassadeur est de retour, on le prend aussi. S'il vous plaît, rejoignez-nous aussi pour la photo de famille. Et le maire, je ne sais plus où il est, mais s'il est là, on le prend aussi.